Dernière partie théorique du cours, l'allocation dynamique. L'allocation mémoire. Il y a deux façons d'allouer de la mémoire. Et donc allouer de la mémoire, c'est créer une variable, une structure, un vecteur, peu importe. Donc c'est réserver de la mémoire pour y mettre des données. La manière classique, c'est statiquement, donc c'est l'allocation qui se fait automatiquement. Donc c'est quand le compilateur peut déterminer, quand il analyse votre code source, ah, ben j'aurais besoin de 4 octets pour un int, de 8 octets pour un double, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est l'allocation statique. Les tableaux du C qu'on a vu dans la vidéo précédente, dans tous les exemples de la vidéo précédente, c'était de l'allocation statique. C'est pour ça que la taille du tableau devait être connue à la compilation. Et dans ce cas-là, la création, l'allocation et la désallocation, donc la durée de vie des variables et autres structures de données, est gérée automatiquement. Vous n'avez pas à vous manuellement écrire « je libère la mémoire ». Ça se fait tout seul. Et alors, il y a l'allocation dynamique, où là, vous allez écrire dans votre code que vous voulez allouer autant d'octets en mémoire. Et puis qu'à un moment donné, vous allez dire « ah, ce que j'ai alloué là, on peut le dégager ». Et donc, voilà, ça c'est l'allocation dynamique. Ce qui est utile quand on ne sait pas, au moment où on code, quand on ne sait pas à l'avance quelle est la quantité de mémoire qu'on aura besoin, alors la solution, c'est souvent l'allocation dynamique. On va regarder ici, c'est le sujet de ce chapitre. Alors il y a un petit astérisque, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah oui, donc en C++ moderne, il y a moyen d'ajouter des mécanismes de gestion automatique qui gère, où il n'y a plus besoin de manuellement venir dire j'ai plus besoin de la mémoire et que la mémoire se libère toute seule. Mais là, on est en dehors du cadre du cours et c'est du C++ très avancé. Voilà, c'est pas, on va partir du principe que ça n'existe pas. Alors comparons les deux allocations. Donc, dans le code que vous avez sous les yeux, quand on crée une variable int x là, égale 14, ça c'est de l'allocation statique. Ce qui veut dire que x est créé ici et est connu jusque là et sera détruit, donc la mémoire sera libérée une fois arrivé à la fin du programme. P, pareil, donc on crée un pointeur, il existe de cette ligne-ci jusqu'à la fin. Par contre, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est comment on fait une allocation dynamique. Sur cette ligne-ci, on fait une allocation dynamique. Donc on a un pointeur P qui va donc stocker une adresse. Et vous voyez ici, il n'y a pas d'astérisque, donc j'accède à la valeur, la case mémoire qu'il y a dans P. Et je vais dire au programme, crée-moi une nouvelle case mémoire qui contiendra un entier. Et l'adresse de cette case mémoire, tu vas la stocker dans P. Et puis je pourrais me téléporter à cette adresse et y mettre par exemple la valeur 17. Et là, dans le cout ici, on va afficher la valeur de x, un petit tiret, et la valeur qui vaudra 17 et qui sera dans la case mémoire qui a été créée dynamiquement. Voilà, et donc on affichera 14 et 17. Si on regarde d'un point de vue de la mémoire, donc quand on est à cette étape-ci du programme, qu'on a exécuté les deux premières lignes, on a bien la variable x qui est là, qui contient la valeur 14, et on a le pointeur p qui est quelque part, mais on ne sait pas ce qu'il contient. Puis, quand on exécute les deux lignes suivantes, le programme, avec l'instruction newInt, va créer une case en mémoire quelque part pour y stocker une valeur, et l'adresse de cette case va être stockée dans le pointeur P. Ça, c'est la ligne ici. Et la ligne juste en dessous, on va se téléporter à l'adresse 214 pour y stocker la valeur 17. Voilà, ça c'est de l'allocation dynamique. Donc, à la compilation, le newInt n'était pas alloué, c'était fait à l'exécution. On affiche 14 et 17, et quand on quitte le programme, tout ce qui a été créé statiquement, donc le x et le p, sont détruits. Donc la mémoire est libérée. Tout ce qui a été créé dynamiquement, si on n'est pas venu manuellement dire j'en ai plus besoin, bah c'est pas détruit. Donc la valeur 17, elle est toujours là en mémoire, elle reste, et cette zone mémoire-là n'est plus accessible à votre ordinateur jusqu'à ce que vous redémarrez la machine. Ça s'appelle une fuite mémoire. Donc c'est un truc à pas faire, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier de libérer la mémoire. Comment, on s'en verra après. Et donc il ne faut vraiment pas oublier ça. Ce qui est alloué statiquement est désalloué automatiquement une fois hors de portée. Et ce qui est alloué dynamiquement, donc dès qu'il y a un new, il ne faut pas oublier de le désallouer
ce qu'on a fait ici, on a oublié de le désallouer. Et en cas d'oubli, ce qui a été créé dynamiquement reste en mémoire et on a donc une fuite mémoire. On va maintenant passer à la désallocation. La désallocation, c'est très simple, c'est une fois qu'on n'a plus besoin de cette fameuse valeur 17, on fait un delete et on lui fournit l'adresse. Donc le pointeur P contient l'adresse 214, et le faire de delete l'adresse 214, il va aller en adresse 214 et libérer la mémoire. Donc c'est à ça qui sert, et donc une règle de base, c'est quand vous écrivez un new, pensez écrire le delete qui va avec. Et donc en fin de programme, comme on a libéré, vous voyez ici que toute la mémoire est de nouveau disponible pour l'ordinateur. Donc je le répète, règle de bonne pratique, à chaque fois que vous écrivez un new, commencez pas à faire plein d'algorithmiques, allez, si possible, déjà à l'écrire le delete correspondant en fin de programme, comme ça vous ne l'oubliez pas. Même code que précédent, on a le x vaut 14, le pointeur, la location, on fout 17 dedans, on désalloue. Et là, on a fait copier-coller, un peu bête et méchant, donc on désalloue. La case où il y avait 17, voilà, est désallouée, on n'y a plus accès. Et puis on refait un deuxième delete. Donc P vaut toujours 214. Le fait d'écrire delete P, ça ne modifie pas P, ça va effacer ce qu'il y a en adresse 214. Là, votre programme, il va crash. Parce que vous avez supprimé ce qu'il y avait en adresse 214, et si vous retournez une deuxième fois supprimer ce qu'il y a en adresse 214, en fait vous n'avez plus accès à l'adresse 214. Le fait de libérer la mémoire fait que vous n'y avez plus accès. Donc on ne le fait pas deux fois d'affilée, ça c'est un crash. Et le fait d'accéder à une adresse, d'essayer d'accéder à une adresse mémoire pour laquelle on n'a plus accès, ça s'appelle un pointeur ou un référent fou. Donc P contient toujours une adresse d'un truc auquel vous n'avez plus accès. Voilà, donc ça, faut éviter, ne libérez pas deux fois la même mémoire. C'est des erreurs qui peuvent arriver. Et ça provoque le même genre de crash que si vous avez un tableau, je sais pas, vous avez un tableau de 10 cases, pam, et vous essayez d'accéder à la case, je sais pas, 42, 43, vous allez trop loin. Si vous n'avez pas accès à cette case-là, ça va crash. Donc c'est le même genre d'erreur. Alors, on y est. On va pouvoir tout fusionner de ce qu'on a vu dans ce chapitre. Donc, les pointeurs, les tableaux et l'allocation dynamique. Donc, on a vu que les tableaux du C, on devait donner la taille, ça devait être une constante. Et donc, on doit connaître la taille au moment où on compile. Mais avec l'allocation dynamique, on va pouvoir faire ça au moment de l'exécution. Donc, je prends un exemple. J'ai n qui vaut 0. Je demande à un Gugus d'encoder une valeur pour n. Et donc, n va être la taille du tableau. Chose que je ne peux pas faire avec un tableau du C, parce que là, la valeur de n sera connue quand le programme tourne. Elle ne sera pas connue à la compilation. Et je vais pouvoir utiliser ça avec l'allocation dynamique. Donc regardons ici ce qui se passe. Je crée un pointeur d'entier. Et ce pointeur d'entier, en fait, ça va être un tableau. Au lieu de faire new int, je fais new int et entre crochets n. Et ça va créer un tableau. Et je pourrais utiliser tab comme si c'était un tableau. Car je rappelle qu'un tableau est un pointeur. Et donc on le voit ici, je vais pouvoir boucler sur mes n cases et accéder à tab, qui est un pointeur, et un tableau en même temps, et accéder donc aux cases 0, 1, 2, 3, on va dire que le mec il a tapé 5, 0, 1, 2, 3, 4, et je vais y stocker les valeurs 0, 2, 4, et ainsi de suite. Et donc à cette étape du programme, j'ai donc tab qui est mon pointeur, le fait d'avoir fait new int et entre crochets 5 a alloué consécutivement 5 emplacements pour y mettre des entiers. Et la première adresse de cette suite de cases est stockée dans mon tableau, enfin dans mon pointeur tab, que je manipule ensuite comme un tableau. Donc quand je tape crochet 0, j'arrive sur cette case-là, crochet 1, celle-là, et ainsi de suite. Et puis là, je fais un affichage du contenu de mes cases. Ça me donne ça, donc j'ai bien 0, 2, 4, 6, 8, mes 5 cases. Et comme j'ai fait un new, il ne faut pas oublier de mettre le delete. Par contre, comme on a alloué plus qu'une case, car c'est un tableau qu'on a créé, il faut rajouter crochet-crochet ici au niveau du delete. Donc quand c'est juste une case, pas de crochet. Quand c'est un tableau, crochet-crochet. Là, l'espace, il n'est pas obligatoire ici. Passons maintenant à l'allocation dynamique d'un tableau en 2D.
Alors, un tableau, c'est un pointeur. Ça, je l'ai déjà dit plein de fois. Et un tableau 2D, finalement, c'est quoi? C'est un tableau de tableaux. Donc, j'ai une première dimension, et dans chaque case de cette première dimension, j'ai un autre tableau. Ce qui, mis ensemble, forme un tableau en 2 dimensions. Et comme un tableau, c'est un pointeur, un tableau de tableau, c'est un pointeur de pointeur. Et donc, pour stocker ça en allocation dynamique, j'ai besoin d'un pointeur de pointeur qui s'écrit comme ça, un double pointeur. Alors, voyons un exemple de code. Donc, on a ici, on demande à l'utilisateur un nombre de lignes, un nombre de colonnes. Et là, on va créer un pointeur de pointeur qui sera notre tableau 2D. Et on va devoir allouer en 2 temps. On va devoir d'abord allouer toutes les lignes. Et ensuite, pour chaque ligne, allouer toutes les colonnes. Donc, dans la ligne qu'on a ici, on alloue toutes les lignes avec new. Et je rappelle que un tableau 2D, c'est un tableau de tableau. Donc, chaque case au niveau de la ligne sera elle-même un pointeur vers les données de toutes ces colonnes. Et donc, c'est pour ça qu'ici, ce n'est pas un entier, mais c'est un entier astérisque, c'est un pointeur. Visuellement, ça sera plus facile qu'en explication. Donc, avec cette ligne-ci, voilà ce qu'on a. Donc, j'ai tab, qui est mon double pointeur. J'alloue 2 cases, qui se trouvent ici. Tac. Et je vais stocker l'adresse de cette première case dans mon tableau. Ce qu'il y a, c'est que ces cases-ci ne sont pas des cases pour stocker des valeurs numériques, mais sont des cases pour stocker des adresses, vu que ce sont des cases de pointeurs. Ensuite, je vais boucler sur ces 2 cases. Donc ici, j'ai la case tab, j'essaye avec la souris, je vais y arriver, tab crochet 0, nanana, et là c'est la crochet 1, voilà. Donc je vais boucler sur ces 2 cases, il y a ligne case, et sur chacune de ces cases, je vais de nouveau procéder à une allocation, cette fois-ci, de colonne case d'entier. Ce qui me donnera donc ça. Donc j'aurai sur ma case tab crochet 00, il y aura une allocation de colonnes, donc je vais demander 3 colonnes, de 3 cases d'entier qui va se faire, et ma case tab crochet 0 contiendra l'adresse de cette première case. Et tab crochet 1 contiendra l'adresse de la première case de ma deuxième ligne. Et ainsi, j'aurai accès, je vous ai mis ici, tac, 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 accès à, si je fais tab crochet quelque chose, j'aurai accès aux différentes cellules de ma matrice dans la zone ici. Voilà, donc mes données seront stockées dans cette zone-là, j'aurai bien un tableau en 2 dimensions. Alors la désallocation, on doit faire la même chose à rebours, donc on doit boucler sur toutes les lignes et faire un delete de l'adresse qu'il y a là, tout ce qui est à partir de 306 doit être supprimé, et puis tout ce qui est à partir de 366 doit être supprimé. Et seulement après, je vais effacer ce qu'il y a à partir de 210, pof, comme ça. Donc c'est le même que les new, mais dans l'autre sens avec les delete. Ne vous inquiétez pas, il y aura un TP, vous allez pouvoir vous exercer là-dessus. Natsuni, qu'est-ce qu'elle veut encore? Alors, il y a des spécialistes qui disent qu'il ne faut pas utiliser les pointeurs car il y a maintenant les smart pointers qui se désallouent tout seuls, ce qui évite de faire des conneries, d'oublier les delete et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, effectivement, dans le C++ moderne, il y a les smart pointers, mais oui, j'ai mis un petit astérisque parce qu'ils se désalluent tout seuls quand tout va bien. Des fois, ils ne se désallouent pas tout seuls. Donc, ce qui est automatique, il faut savoir que voilà, ça peut des fois merder. Et pour comprendre les smart pointers, shared pointers et tous ces broles-là, il faut quand même un niveau un peu plus avancé que ce qu'on a vu dans le cours là maintenant. Et si vous avez déjà peur de la syntaxe là pour le moment, alors attendez de voir ça. C'est encore d'un tout autre niveau. Ça n'a pas, enfin, de mon point de vue, ça n'a pas une grande plus-value, mais je comprends l'idée. Ça évite de faire des conneries. Bref, pour ce cours, on va s'en passer, on va rester avec le truc un peu archaïque, les new et les delete, comme on vient de voir. Et puis juste pour emmerder Natsuni, je vous montre juste une variante du new et du delete, parce que en C, pas plus, il y a l'équivalent new et delete, mais ça sont des termes C++. En C, ça s'écrit autrement. Voilà. L'équivalent du new et du delete en C, c'est malloc et free.
Donc, je vous montre vite l'exemple avec un tableau classique, mais pas avec new et avec delete. Donc, vous avez ici l'exemple qu'on a vu jusqu'à présent avec la création d'un tableau de n cases en C++. Et pour le supprimer, bah, c'était delete crochet crochet. En C, l'équivalent, c'est ça. Donc toujours un pointeur, sauf que c'est pas new int, c'est malloc, n cases, sauf que malloc, lui, on lui donne pas le nombre de cases, on lui donne le nombre d'octets qu'on veut allouer. Donc c'est n cases fois la taille des cases. Et comme c'est des cases d'entier qu'on veut, size of int, ça donnera la valeur 4. Et donc là, c'est vraiment le nombre d'octets qu'on doit spécifier, et on doit en plus faire un cast pour lui dire, dis, c'est un pointeur d'entier que tu me renvoies, et pas un pointeur de char ou d'autre chose. Et pour la désallocation, c'est la fonction free. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on fait en C. Il y a moyen de faire du 2D, du 3D, tout ça. Pour que ça marche en C++, il faut inclure cette librairie-là, enfin cette bibliothèque-là. Et voilà. Donc attention que ce qui est fait avec malloc doit être désalloué avec free. On ne peut pas mixer free et new et delete avec malloc. Bon, maintenant ça c'était juste à titre informatif. Donc il n'y a pas de questions là-dessus. Et voilà, la matière de ce cours-ci s'arrête maintenant, donc il n'y a pas de truc en plus. Il y a 2 TP qui vont suivre, le TP4 et le TP5, on va pouvoir mettre tout ça en pratique. Et maintenant, le C++ s'arrête pas là, hein. Il y a toute une partie du C++ qui est quand même importante. Je veux dire, si on ne fait pas cette partie-là, c'est un peu dommage. C'est toute la partie orientée objet qu'on n'a pas vue encore. Et cette partie-là sera vue dans le cours de technique de programmation avancée 1, cours qui n'est donné, en tout cas pour les étudiants du cours du jour, n'est donné qu'à l'option informatique et live data. Donc ceux qui sont en construction et géomètre, vous allez pouvoir souffler, vous n'aurez pas ce cours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.